Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis Cédric Rostin, votre hôte, et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast pour parler ensemble de parentalité, d'éducation, de promotion des droits de l'enfant tout en s'affranchissant du modèle patriarcal. Nous visons une société plus juste, pour toutes et tous, au travers du partage de spécialistes et aussi des vécus de nombreux parents qui cheminent. Je vous invite à nous écouter, à essayer de construire des ponts au lieu de dresser des murs, car ce n'est pas parce que nous voulons aller au même endroit que nous devons forcément prendre le même chemin, pour nous et surtout pour nos enfants. Et si nous les mecs, on reprenait ensemble le pouvoir sur notre contraception? Et si cette fois, ce n'était pas une histoire de charge mentale féminine, mais le choix assumé, réfléchi, d'une contraception masculine définitive? Aujourd'hui, je vous propose de plonger au cœur d'une question de société qui touche à l'intime, la vasectomie. Vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir partagé vos doutes, vos peurs, vos idées reçues ou votre curiosité sur ce sujet encore entouré d'autant de tabous que de fantasmes. Que sait-on vraiment de cette opération? À qui s'adresse-t-elle? Est-elle irréversible comme on le prétend? Quels sont les impacts sur la sexualité, la paternité ou même la notion de virilité? Pour répondre à toutes ces interrogations, j'ai le bonheur de recevoir aujourd'hui le docteur Clément Michiels, chirurgien urologue à Bordeaux et aussi jeune papa. Il partage avec nous les anecdotes précieuses, éclaire les réalités médicales sans jamais perdre de vue la part humaine du parcours et distille de précieux conseils basés sur des années d'expérience et des milliers de dialogues avec des hommes et des couples en questionnement. Le docteur Michiels est aussi le chirurgien qui a réalisé ma vasectomie en janvier 2025 et confirmé par un spermogramme en avril 2025. Dans cet échange, nous abordons sans tabou les grandes étapes du parcours de vasectomie, le cadre légal et ce fameux délai de réflexion des 4 mois, les techniques chirurgicales pratiquées aujourd'hui, avec ou sans bistouri, les critères d'éligibilité, mais aussi la réalité du vécu post-opératoire, douleur, récupération, sexualité, charge émotionnelle, tout y passe. Le docteur Michiels déconstruit les mythes persistants. Non, la vasectomie ne modifie ni la libido, ni l'érection, ni l'hormonal, et il explique avec pédagogie ce qu'est réellement la charge contraceptive et comment la redistribuer dans le couple. Nous discutons aussi de l'aspect définitif de l'opération, des alternatives masculines, du rôle crucial du consentement et des raisons pour lesquelles certains professionnels demandent à conserver du sperme au cas où. Enfin, la question qui revient souvent, peut-on regretter et que faire si on change d'avis? Cet épisode, c'est bien plus qu'un témoignage médical. C'est une invitation à s'interroger, à dialoguer, à envisager autrement la contraception en tant qu'homme, père ou couple engagé dans la construction d'une société plus équitable. Alors reste avec nous, que toi ou ton partenaire envisage une vasectomie, que tu l'aies déjà vécue ou que le sujet t'intrigue simplement, tu trouveras ici une mine de réponses, d'anecdotes vécues et, je l'espère, une dose de confiance pour avancer sur ton propre chemin. Prépare-toi à ouvrir la discussion, à remettre en cause certains clichés et peut-être à envisager l'avenir d'un regard neuf et serein. Tu vas adorer cet épisode. Et n'hésite pas à t'abonner au podcast, à laisser une note avec un max d'étoiles et commenter partout où c'est possible, comme sur Apple Podcast et Spotify. Là-bas, je peux même te répondre. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Tu peux aussi réagir en laissant un audio sur l'outil SpeakPipe, même depuis ton téléphone. Le lien est en description. Et si tu souhaites soutenir financièrement le podcast pour l'aider à se développer, tu peux t'abonner à Papatriarcat Plus pour écouter les épisodes sans pub en avance et avoir accès à plus de 80 bonus. Le lien est aussi en description. On y va tout de suite avec mes premières questions. Docteur Michiels, où en est-on de la vasectomie aujourd'hui en France? Combien de vasectomies pratiquées chaque année? Est-ce que c'est en augmentation? Et comment est-ce que la France se situe par rapport à d'autres pays, notamment anglo-saxons? Je te souhaite une bonne écoute. Alors la France a effectivement de nombreuses années de retard sur la pratique de la vasectomie et sur la volonté des patients d'avoir recours à cette technique de contraception définitive, donc stérilisation à visée contraceptive, point. Il y avait en 2010 à peu près 3000 vasectomies réalisées en un an en France et aujourd'hui nous sommes à plus de 30 000 par an. Okay. Donc on a effectivement fait x10 en un peu moins de 15 ans. Et vous, dans votre activité, ça représente beaucoup du coup? Dans l'activité d'un chirurgien urologue, ça représente une toute petite partie de l'activité. Je ne sais même pas si ça représente 10% de l'activité, quoi. Et vous pensez que ça continue à augmenter comme ça? Je pense que ça va continuer à augmenter et c'est en constante augmentation d'après les chiffres du système de santé. À titre de comparaison, effectivement, par exemple au Royaume-Uni, qui a une population comparable, puisqu'ils sont à peu près 68 millions comme nous, et ben eux, ils font 90 000 vasectomies par an. Okay, donc je pense que sans doute qu'on va tendre vers ça. On ne sait pas si ça va être dans les 5 ou 10 ou 15 prochaines années, mais probablement que les courbes vont se rejoindre de ce point de vue-là.
Ok, on y reviendra peut-être sur les causes et tout. Et effectivement, dans ce fameux rapport sur la vasectomie publié l'année dernière, ce qui est mentionné aussi, c'est que c'est en 2022 où il y a eu plus de vasectomie que de salpingectomie, qui est la méthode de stérilisation, donc de contraception définitive, qui peut être réalisée chez la femme, avec exactement le même cadre légal et le même genre de choses. À qui s'adresse cette intervention? Est-ce qu'il y a un profil type, âge, situation familiale? Après, j'irai peut-être dans le détail, mais à qui Alors, ça cette s'adresse? intervention, les patients que moi, en tout cas pour ma part, je reçois au cabinet et qui sont demandeurs de cette intervention, en général, le profil type, c'est l'homme en couple entre 35 et 50 ans qui a déjà 2 enfants environ, quoi, en moyenne. Moi, quoi. Voilà, le profil type. Donc après, il y a certains patients, c'est après un divorce, mais ayant eu déjà plusieurs enfants. Et il y a une rare proportion de patients qui finalement, où il s'agit d'hommes sans enfants. Est-ce que on peut faire une vasectomie à 20 ans sans avoir d'enfant? Est-ce que ça passe On peut tout à fait. Ce qui est requis par la loi, c'est simplement une première consultation où on donne l'ensemble des informations, notamment le caractère définitif et irréversible de la vasectomie. Et cette consultation doit être suivie d'une deuxième consultation avec un délai de 4 mois de réflexion entre les deux consultations. Et donc à ce moment-là, si on réitère les informations et qu'on recueille le consentement libre, éclairé et réfléchi du patient, on peut tout à fait réaliser cette vasectomie selon sa demande. Est-ce que ça peut arriver, parce que moi j'ai eu quelques témoignages là-dessus, est-ce que ça peut arriver qu'un professionnel de santé, voilà, ou est-ce que ça vous arrive parfois d'interroger, est-ce que vous êtes sûr sur des patients très jeunes par exemple? Est-ce que vous êtes vraiment sûr de vous? Vous avez toute la vie devant vous? Enfin voilà. J'ai eu moi témoignage de jeunes patients en fait, qui ont dû quand même insister un peu pour qu'ils puissent faire leur vasectomie. Alors moi, je ne prétends pas avoir ce rôle-là. C'est vrai que la pratique de la médecine a un peu changé en France, où on va dire le modèle de la médecine et tout le monde s'accorde pour dire qu'on est passé d'une médecine paternaliste, où le médecin a vraiment un rôle de décideur, et c'est lui qui prend les décisions en général pour le patient, où c'était comme ça auparavant. Et maintenant, on est vraiment passé à une médecine où le patient est censé être acteur de sa prise en charge. Alors, il y a des avantages et des inconvénients, bien entendu. Je me souviens de cette caricature où finalement le médecin demande « Mais vous, qu'est-ce que vous voulez, monsieur ?» Et le monsieur qui répond « Si vous étiez à ma place, que feriez-vous ?» Donc parfois, le patient est un peu démuni et il s'en remet à la décision et au choix de réaliser par le médecin. Mais la plupart du temps, c'est le patient à qui on demande de décider. Donc finalement, une fois qu'on a donné toutes les informations et qu'on s'assure qu'ils aient bien compris, les patients, on n'est pas là pour s'opposer à leur prise de décision et à leur choix de vie. Certains de mes collègues, pour être un peu dans le compromis et en essayant de rendre service aux patients par ce biais-là, demandent aux patients qui n'ont pas d'enfants et qui souhaitent réaliser une vasectomie, pour faire un pas dans leur sens, on va dire, d'aller faire une cryoconservation de sperme pour garder cette possibilité de paternité dans le futur, même si ce sera toujours plus compliqué qu'une grossesse spontanée sans avoir fait la vasectomie. Ça sera quand même plus simple que de faire ensuite une chirurgie de réversibilité de la vasectomie ou en réalisant une fécondation in vitro sur des spermatozoïdes recueillis au niveau du testicule lui-même. Ah, donc ça c'est possible aussi d'aller chercher encore dans le testicule. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres critères médicaux? Vous avez rappelé quand même le cadre légal. Est-ce qu'il y a d'autres critères médicaux, peut-être, je sais pas, des états de santé qui ne permettent pas de faire une vasectomie? Pas vraiment. Il n'y a pas de contre-indications et de choses qui ne permettent pas de faire cette vasectomie, non? Peu importe l'âge, la corpulence, etc. Tout. Alors après, chez les patients où c'est le risque de complications locales, non, mais je vois même pas ce qui pourrait vraiment empêcher, quoi. Après, pour toute prise de décision sur une intervention chirurgicale, effectivement, en médecine et en chirurgie, on raisonne sur un rapport bénéfice-risque. Donc effectivement, si vous me parlez d'un patient qui a de multiples comorbidités, qui est sous anticoagulant et chez qui la moindre infection pourrait vraiment déclencher d'autres complications et un déséquilibre du diabète ou je ne sais autre quelle maladie chronique, on pourrait se permettre de dire au patient bon, c'est pas la priorité chez vous parce qu'effectivement c'est pas une chirurgie qui permet de traiter quelque chose ou d'améliorer un inconfort. Oui, c'est vraiment un choix de contraception définitive. C'est pas comme de la chirurgie esthétique, mais quasiment, quoi. Ouais, okay. La chirurgie fonctionnelle. Vous avez rappelé le cadre légal dans le délai de réflexion de 4 mois. Concrètement, à quoi il sert ce parcours? On a évoqué la problématique, notamment
dans le cas de patients qui n'ont pas d'enfants. Mais le cadre légal, il sert à tout simplement à laisser le temps aux patients de réfléchir, d'évaluer les différentes options et les alternatives à la vasectomie pour éventuellement s'orienter vers quelque chose de non définitif. Et le cadre légal, il a été établi comme ça, je pense, pour éviter que trop de patients changent d'avis et finalement s'orientent vers une procréation médicalement assistée pour avoir un enfant après une vasectomie. C'est pour éviter que, parce que finalement, le système de santé en France est fait de telle façon que une procréation médicalement assistée sera tout de même pris en charge par la société, par la sécurité sociale. Donc, si on mettait pas de cadre à cette vasectomie, la crainte des pouvoirs publics, c'est de se dire on va exploser les chiffres de demande de procréation médicalement assistée si on fait des vasectomies sans aucun cadre légal. Et est-ce que vous avez déjà eu des patients qui vous ont dit moi je veux la faire là, mais tout de suite, quoi? Enfin, moi, par exemple, quand je suis venu vous voir, si vous m'aviez dit c'est dans un mois, c'était dans un mois, quoi. Pas mal de patients, tout à fait, parce que souvent, vous serez mieux placé que moi pour le savoir, mais souvent, finalement, quand les patients prennent la décision et ils prennent le rendez-vous pour venir en consultation voir l'urologue, souvent, ils ont déjà réfléchi au moins plus de 4 mois. Et c'est une idée qui leur trotte dans la tête depuis plus longtemps. Et en général, entre le moment où ils prennent la décision et le moment où ils finalement voient l'urologue, souvent, il s'est passé beaucoup plus de 4 mois. Donc, la décision est à ce moment-là mûrement réfléchie. Mais bon, ça, on n'a rien qui peut l'établir. D'où l'importance d'avoir ce papier signé, avec daté et signé, qui fait officiellement courir le délai légal de 4 mois. Ouais, tout à fait. Et donc souvent, il y a des patients qui me demandent, mais ce délai, il est vraiment incompressible ou est-ce que c'est 4 vrais mois ou... Mais on doit s'en tenir à ça et c'est le cadre qui nous est imposé par la loi. Alors, passons sur la pratique, parce que alors là, moi, je peux pas en dire grand-chose. Hein. C'est quoi les différentes techniques de vasectomie? Quelles approches sont utilisées aujourd'hui? Alors, moi, j'ai vu qu'il y avait bistouri, sans bistouri. C'est vrai que quand je suis venu vous voir, moi, je venais justement chercher une technique sans bistouri. J'ai aussi vu parler de clips, enfin, il y a de la cautérisation. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur tout ça? Alors, il y a effectivement plusieurs techniques qui sont décrites. La technique sans bistouri, c'est simplement qu'elle nous fait utiliser des instruments spécifiques dont le but est de diminuer le caractère invasif de l'intervention et donc de diminuer les complications et le risque d'hématome post-opératoire notamment. Après, de toute façon, donc, la technique, c'est effectivement d'attraper donc les canaux déférents à l'endroit où ils sont les plus accessibles, hein, donc c'est-à-dire au niveau du scrotum, au-dessus des testicules. Et pour être le plus sûr possible, de toute façon, ce qui est recommandé de faire, c'est de retirer un segment de ce canal déférent. Et après, effectivement, si on rentre un peu plus dans les détails, il y a effectivement cette nuance et cette différence entre la technique sans bistouri et la technique avec bistouri, mais ça, c'est vraiment du détail. Donc, en fait, ce qui nous est recommandé par l'Association française d'urologie, qui est la société savante qui régit notre discipline, c'est d'être le moins invasif possible, de créer le moins de complications potentielles, donc de favoriser l'intervention sous anesthésie locale. Et pour que la technique soit la plus sûre et la plus efficace possible, c'est à la fois de retirer un segment de canal déférent et de cautériser les deux extrémités des canaux déférents. Donc vous coupez un bout, un segment, c'est quoi? C'est 1 centimètre à peu près que vous prenez? 1 centimètre ou 2. Okay. Le but, c'est de séparer. Le but de retirer 1 ou 2 centimètres, c'est de se dire qu'on a tout fait pour que les deux extrémités ne se refusionnent pas ensemble et qu'on n'ait pas un risque d'échec secondaire, c'est-à-dire que pendant un temps, cette méthode contraceptive va marcher et il y a peut-être un infime pourcentage, une infime chance pour que peut-être 3 ans après, finalement, tout est recicatrisé comme par magie. Et ça sera favorisé si on a juste mis un clip. Donc ça, c'est le risque d'échec. Si on a juste mis un clip ou si on a juste mis une ligature ou si on a juste retiré un tout petit segment du canal déférent. En tout cas, c'est le raisonnement qui nous fait réaliser cette technique de cette façon. Et vous cautérisez ensuite chaque bout, c'est ça? Exactement. Chaque extrémité, on dit qu'on cautérise la muqueuse déférentielle. Donc, c'est le revêtement à l'intérieur du canal déférent. C'est le revêtement avec lequel le spermatozoïde est en contact. Okay. Et du coup, la différence avec une technique avec bistouri, c'est quoi? C'est juste qu'on va avoir un point de suture en plus? La technique avec ou sans bistouri, c'est vraiment juste sur l'abord cutané. Donc, on estime qu'on abîme plus les tissus, on est plus traumatique, plus de risque d'abîmer la peau. Hein. C'est vraiment la peau qui peut être abîmée ou pas. Plutôt que si on décise, c'est-à-dire que en fait, c'est un instrument qui agit comme une pointe avec 2 morts qui se séparent, qui s'écartent pour déciser et écarter un peu la peau pour nous permettre d'accéder
au canal déférent. Si ça intéresse les gens qui nous écoutent, hein, j'ai mis sur mon compte Instagram mon témoignage d'opération. Et du coup, il y a une animation, une opération, pas la vraie, hein, mais une animation d'opération. Et ensuite, donc, vous cautérisez. Et ensuite, moi, j'ai eu de la colle, c'est ça, dessus? Et ensuite, il faut fermer la peau, hein, pour que ça puisse cicatriser et que ça puisse ne pas s'infecter. Et donc, effectivement, on met du fil résorbable sous la peau pour rapprocher les deux berges du petit trou qui nous a servi à accéder au canal déférent. Et par-dessus, effectivement, chez vous, j'ai mis de la colle. Chez mes patients, moi, j'utilise de la colle qui fait office de pansement et qui permet encore une fois de favoriser le processus de cicatrisation. Oui, c'était étonnamment simple, facile, clairement. Pendant l'opération, il y a quand même un truc sur lequel il faut qu'on revienne. Vous le savez, parce que j'en ai déjà parlé. Mais pendant l'opération, moi, il y a eu... alors, je précise pour les gens qui nous écoutent, même si je vais revenir sur l'anesthésie après, moi, j'ai eu une anesthésie locale. Et alors, pour les gens qui écoutent aussi, j'ai absolument rien senti de la petite incision, de la cautérisation. Ça sentait juste la peau cramée, quoi. Mais sinon, j'ai rien senti, vraiment. Par contre, il y a un moment qui m'a fait paniquer totalement. Je sais pas si vous vous rappelez. Je suis rentré en panique totale parce que c'était douloureux, en fait. C'est le moment où, donc avant chaque moment où vous avez coupé un segment de canal déférent, il y a eu un moment où il y a eu une palpation, c'est ça? Qui était vraiment... la deuxième m'a moins impacté parce que je savais que ça allait se produire. Mais la première, elle m'a... Waouh! Et ça, du coup, c'est quelque chose qui est nécessaire. On peut pas endormir avant, c'est ça? Alors, c'est effectivement ce que je dis à chaque fois, le côté le plus désagréable, le moment le plus désagréable de l'intervention. Ça l'est, sans aucun doute. Mais ça dure pas longtemps. Hein. Et donc, le but, c'est de repérer le canal déférent parce que au-dessus du testicule, on a ce qu'on appelle le cordon spermatique. Donc, c'est toutes les structures qui relient le testicule au reste du corps. Donc, dedans, il y a les artères, des veines, des fibres musculaires, du tissu graisseux, des nerfs. Et donc, il y a ce fameux canal déférent. Si on ne devait pas faire cette palpation, ce serait plus compliqué parce que on devrait ouvrir en grand, entre guillemets, et chercher, entre toutes ces structures, chercher où se trouve le canal déférent. Finalement, le canal déférent, par rapport au reste de ces structures, il a une consistance particulière et il est beaucoup plus ferme. On pourrait le comparer à un linguiné al dente. Et donc, on le repère à la palpation. C'est pas juste le but de le repérer et de savoir où il est. C'est en fait, et c'est ça qui est désagréable au final, c'est une fois qu'on l'a repéré, on le superficialise. Ouais. On le fait rouler, parce que tout ça, c'est un peu mobile au sein du cordon spermatique, et on le fait remonter sous la peau pour l'avoir directement avec le moins de structure possible entre le canal déférent et la peau, ouais, sur laquelle on va réaliser l'anesthésie locale et ensuite l'incision. Alors, si je ne me trompe pas, moi, j'avais une seule incision, c'est ça? Pour les deux côtés, en fait. Oui, quand on superficialise le canal déférent, on essaye de le médialiser, donc de le positionner vraiment au milieu, entre les deux testicules, ce qu'on appelle le raphet médian, qui est cette ligne au milieu du scrotum. Comme ça, on peut se dire qu'une fois qu'on aura fini le premier côté, on arrivera à positionner le deuxième canal déférent, okay, de l'autre côté. On arrivera à le positionner en regard de l'incision qui est déjà réalisée pour ainsi faire une seule ouverture. Donc une fois que vous avez fait tout ça, pour vous, l'opération est terminée, quoi. Ça dure combien de temps en moyenne? Ça dure environ un quart d'heure. Parlons anesthésie. Donc moi, j'ai fait une anesthésie locale. Il y a aussi de l'anesthésie générale, c'est ça? Qui peut être possible. Est-ce que vous avez... quelle est la proportion à peu près chez vos patients de qui prend quelle anesthésie? Je dirais qu'avant, c'était plutôt une majorité de patients qui préféraient l'anesthésie générale. Et puis, au fur et à mesure, finalement, que les chiffres de la vasectomie augmentent et que les patients en parlent entre eux, que les hommes en parlent entre eux, finalement, il y a de plus en plus de patients qui sont demandeurs d'une anesthésie locale. Mais je dirais que c'est à peu près moitié-moitié. Tel que moi, je présente les deux alternatives et les deux options, finalement, je me retrouve à peu près avoir la moitié des patients qui sont demandeurs d'une anesthésie générale et la moitié pour une anesthésie locale. Alors moi, donc j'étais opéré à la clinique du Tondu, on peut le dire. Hein. Une fois l'opération terminée, vous avez vaqué à vos occupations et moi j'ai eu droit à une petite collation que j'ai pris en, 4-5 minutes peut-être. Et ensuite, je suis reparti assez rapidement en fait. Je crois le temps que je me change, il a dû s'écouler entre la fin de l'opération et ma voiture, peut-être 20 minutes. Voilà, donc c'est l'avantage de l'anesthésie locale, c'est bien, que vous ne restez pas longtemps sur place, les patients ne restent pas longtemps sur place, puisqu'il n'y a pas de surveillance particulière post-opératoire, contrairement à une anesthésie générale, où on doit surveiller la phase de réveil en salle de réveil,
puis le reste du réveil en chambre, enfin la suite de la surveillance post-opératoire en chambre. Et puis surtout, après une anesthésie générale, on ne peut pas laisser les patients repartir par leurs propres moyens. Oui, Parce qu'on n'a pas le droit de conduire après une anesthésie générale. Donc quelqu'un doit venir nous chercher. Donc finalement, ce que j'ai l'habitude de dire, ce que je vous ai sans doute dit en consultation, c'est que l'anesthésie générale, c'est plus confortable. Il n'y a pas notamment ce moment désagréable de palpation. Oui. En tout cas, on n'est pas conscient lorsqu'il est là, ce moment, avec un tout petit peu plus de contraintes liées à l'anesthésie générale en elle-même, le fait de voir l'anesthésiste en consultation et le fait d'être surveillé en post-opératoire, en salle de réveil, puis en chambre, et le fait aussi que quelqu'un soit disponible pour venir chercher le patient à la clinique. Alors moi, c'est vrai que j'avais fait ce choix parce que je voulais être totalement autonome là-dessus. Je voulais vraiment aller au bout de la démarche, vous savez, c'est mon choix, ça va n'impacter que moi quasiment. Hein. Et en effet, moi du coup, j'avais une petite demi-heure de route pour rentrer. J'ai pas eu de douleur, ça a commencé à tirer après une petite demi-heure de route quand même, ça tirait un peu. Pour les mecs qui nous écoutent, vous savez, quand on prend un coup de pied dans les testicules, ça fait mal. Et puis, vous savez, après quelques minutes, on a une espèce de petite douleur résiduelle. Moi, c'était plutôt cette sensation-là que j'avais. Et justement, on peut enchaîner avec le post-opératoire. Moi, j'ai enchaîné avec antidouleur, j'avais paracétamol et tramadol. Mais vraiment, moi, ce qui a été game changer, ça a été porter un boxer et des petits pois congelés sur les testicules. Ça, c'est vraiment ce qui était au top. Sous-vêtements serrés, ouais, tout à fait. Ouais. Ça, c'était vraiment ce qui était au top. Les recommandations, du coup, suite à l'opération, c'est quoi en termes de repos, en termes d'effort et tout? On préconise au moins une semaine, voire 10 jours sans activité physique. Donc, les préconisations, c'est d'avoir un repos relatif. En fonction du métier des patients, ça peut passer par un arrêt de travail s'il s'agit d'un métier physique, notamment parce que si on pratique cette activité physique trop tôt, on risque de provoquer un saignement secondaire au niveau du site opératoire et donc risquer d'avoir un hématome secondaire post-opératoire qui risque de rendre les suites plus douloureuses et plus longues que s'il n'avait pas eu cet hématome. Ça, c'est vraiment les préconisations et les explications qu'on donne en amont. Mais après, souvent, les suites habituelles, c'est effectivement ce que vous avez eu, c'est-à-dire petites semaines de légères douleurs qui sont rapidement soulagées, soit par de la glace, par un sous-vêtement serré et par des antalgiques de première intention, notamment du Doliprane. C'est ça, moi j'avais gardé à l'esprit les 3 premiers jours de repos un peu complets. Et franchement, moi ensuite j'allais sur le canapé, j'étais en famille, j'avais toujours ma poche de petits pois posée dessus, mais ça passait bien, quoi. Même la nuit, c'était pas dérangeant. En effet, après j'avais pris du repos, j'ai eu une disparition des douleurs à 7 jours, moi. Vraiment, il n'y avait plus. Ça tirait peut-être un peu dans certaines positions jusqu'à 10, 12, 13 jours, mais c'est tout, quoi. C'était vraiment... Enfin, moi qui ai subi d'autres opérations, même pas forcément incroyables dans ma vie, ça m'a paru, mais d'une facilité déconcertante, quoi. Pour les gens qui nous écoutent aussi, j'avais repris la course, moi, à 10 jours, et c'est mieux de reprendre la course avec des vêtements serrés quand même, des sous-vêtements serrés, parce que moi j'ai pu faire une petite épidymite, qui est quelque chose de rare, il n'y a pas de... Oui, c'est même en dehors de cette opération-là de la vasectomie, ça arrive, une épidymite, c'est assez courant, mais là ça a été, je pense, favorisé, effectivement, c'est sûr. Ça a un peu tiré dessus, quoi. Donc pensez à mettre des caleçons serrés, les gars, quand vous faites des boxers, quand vous faites du sport. Revenons maintenant sur l'aspect un peu définitif du sujet. Parce que est-ce qu'on peut vraiment conserver une possibilité de parentalité après? Vous avez évoqué le fait de faire congeler son sperme. Est-ce que beaucoup de gens le font, ça? Non. Très peu de gens le font parce que finalement, mais comme dans votre démarche, je pense, c'est-à-dire que justement tout ce processus de réflexion, de savoir que c'est définitif, avant d'aller chez le médecin, chez l'urologue et d'en parler, finalement on a déjà décidé qu'on n'aurait plus jamais d'enfant. Certains patients gardent une indécision, veulent garder toutes les possibilités ouvertes, ce qui est un peu effectivement antinomique avec le fait de dire je fais une vasectomie pour que ce soit définitif, mais je fais congeler les spermatozoïdes au cas où. Bon, s'il y a un au cas où, peut-être que la vasectomie, c'est pas la bonne méthode de contraception pour ce patient-là. Mais quoi qu'il en soit, nous, on se doit d'informer les patients de cette possibilité-là. Et ça peut pas être refusé et la démarche est assez simple. Encore une fois, ça c'est en parlant de la conservation des spermatozoïdes, mais finalement, comme je l'ai dit au début, on peut avoir recours, malheureusement, heureusement, je sais pas, mais on peut avoir recours à une procréation médicalement assistée après avoir fait une vasectomie. Et donc à ce moment-là, il y a 2 choses qui peuvent être faites. Soit on peut faire une opération de réversibilité de la vasectomie. Donc finalement, là,
comme la vasectomie, le but c'est d'empêcher l'acheminement des spermatozoïdes. La deuxième intervention, ça va être de rétablir la circulation et l'acheminement des spermatozoïdes du lieu de fabrication, les testicules, vers le sperme, vers le lieu de distribution, les vésicules séminales, les canaux déférents, la prostate, etc. Donc à ce moment-là, on fait une intervention au même endroit, au niveau du scrotum, où on essaye de récupérer les 2 moignons de canaux déférents et on les anastomose ensemble. Donc on fait une couture entre ces 2 moignons pour espérer rétablir l'acheminement des spermatozoïdes. Le problème, c'est que la vasectomie, c'est quasiment 100% efficace et que l'opération de réversibilité, c'est 10%, 20% efficace. J'avais lu, je sais plus où, que si c'était fait assez tôt après, ça pouvait être... je sais plus, il y avait 50%. Alors, c'est les chiffres que j'ai lus sur Internet, hein, donc ça vaut ce que ça vaut. Hein. Mais que vraiment, si c'était fait dans l'année, ça pouvait être... on pouvait s'attendre à avoir un bon taux pour la réversibilité, mais qu'après, ça descendait assez rapidement, quoi. Finalement, plus les années s'écoulent, plus le patient vieillit. Donc, si on a fait la vasectomie à 35 ou 40 ans et que finalement, la réversibilité, on veut la faire à 45, 50 ans, on cicatrise moins bien à 50 ans qu'à 30 ans. Et c'est ça qui fait peur, qui faisait peur aux urologues et au corps médical avant, hein, c'est-à-dire que de voir affluer toutes ces demandes de réversibilité. Hein, et c'est pour ça que au début et avant, culturellement, mais même au sein du corps médical, il y avait un frein à ça, quoi. Donc il vaut mieux parler vraiment de choses définitives. Il faut considérer que c'est définitif. Ouais. Et après, les possibilités, c'est cette opération de réversibilité, mais qui n'est pas forcément des plus efficaces. Et sinon, c'est directement l'initiation d'un parcours PMA où finalement, on fait des biopsies testiculaires pour aller chercher des spermatozoïdes au niveau de l'épididyme, au niveau du testicule en lui-même. J'y pense aussi, tant qu'à faire, rappelons-le, hein, pour les personnes qui nous écoutent, qu'il y a des méthodes de contraception masculine qui ne sont pas définitives. On peut penser au préservatif. Il y a la contraception thermique. Je ne sais pas si vous intervenez sur ces sujets-là. La contraception thermique, c'est un sujet intéressant. Il y a eu, c'est pas une polémique qu'il y a eu, mais il y a des dispositifs qui ont été initialement validés en tant que dispositif médical et finalement ça a été annulé. Parce qu'on considérait qu'on n'avait pas assez de recul sur la sécurité de ce dispositif. Qu'il s'agisse des caleçons chauffants ou de l'anneau, mais qui revient au même. C'est-à-dire que le principe, c'est de faire remonter les testicules au niveau inguinal pour qu'ils soient maintenus à une température de 37 degrés, alors qu'effectivement, au niveau des bourses, ils sont à 1 ou 2 degrés en dessous. Et on sait que à 37 degrés, il n'y a plus de spermatogénèse. On sait aussi que des testicules qui ne sont pas descendus dans les bourses et qui restent un peu trop au chaud, on sait que ces testicules-là, ils ont un risque accru de cancérisation. Je pense que le principe de précaution, il est parti de ce constat-là. Et c'est pour ça que c'est pas sorti comme une recommandation, comme un dispositif médical, etc. Après, la mise en œuvre de ce dispositif est assez compliquée. Moi, j'ai l'impression est coûteuse, même si effectivement, ça reste une méthode de contraception masculine intéressante puisqu'il y en a pas beaucoup. Parce que finalement, pour assurer la sécurité de ce dispositif, il faut le porter au moins 20 heures sur 24. J'avais enregistré 15 heures, moi. Ok, d'accord. Alors, ça varie peut-être, mais il y a peut-être différents chiffres en fonction du dispositif. Mais en général, ce qu'ils recommandent, c'est de porter le dispositif, de commencer à porter le dispositif. Au bout de 3 mois, de faire un spermogramme, de vérifier qu'il n'y a pas de spermatozoïdes viables, et ensuite de continuer à faire des spermogrammes. Surtout dès qu'on a un doute et qu'il y a 1 jour ou 2 jours où on n'a pas porté le dispositif autant que c'est recommandé, finalement, on repart éventuellement sur 3 mois de délai, où on porte le dispositif, mais où on n'a pas de méthode de contraception efficace, et où à l'issue, il faut faire un nouveau spermogramme. Donc finalement, on se retrouve à faire de nombreux spermogrammes et à porter un dispositif qui potentiellement est pas très confortable. Mais encore une fois, j'ai pas de... Pour le coup, moi, je l'ai pas essayé, ce dispositif. Et pour le coup, ça, c'est effectivement pas la même demande que la vasectomie, puisque la vasectomie, encore une fois, c'est quelque chose de définitif, dans la grande majorité des cas, après avoir eu des enfants. Et encore une fois, souvent, la vasectomie, finalement, elle se pose pas elle se pose dans la question de la contraception du couple. J'ai posé aussi quelques questions à ma communauté, en fait. Je leur ai invité à poser des questions. Et il y a eu cette grande crainte sur la vasectomie. A-t-elle un impact sur la sexualité ? Sur le libido, le plaisir, l'éjaculation, l'image de soi ? Est-ce qu'il y a des données qui existent, vous, votre expérience de chirurgien sur le sujet, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a des peurs fréquentes de vos patients ou des compagnes de vos patients
sur ce sujet? Alors de moins en moins, je dirais qu'il y a de moins en moins de questions là-dessus, puisque effectivement, le sujet est de mieux en mieux connu par tout le monde et par les patients, hein, en premier lieu. Mais non, il n'y a pas d'impact. Mais on a ces questions quand même, hein, parce que même si les patients sont renseignés, ils préfèrent l'entendre de notre bouche. Donc, mais effectivement, on le dit et on le répète qu'il n'y a pas d'impact sur la libido et pas d'impact sur les érections et pas d'impact non plus sur les éjaculations. La plupart des choses, les patients sont au courant. Enfin, la plupart des éléments que je viens de dénoncer, mais certains patients sont étonnés effectivement sur le fonctionnement des éjaculations, du sperme et des spermatozoïdes. Mais en fait, il faut savoir que les spermatozoïdes, c'est 5% du volume du sperme. Donc en fait, effectivement, on ne voit pas la différence à l'œil nu d'une éjaculation d'un patient après vasectomie ou avant vasectomie, quoi. Je confirme. Mais c'est vrai que, alors moi, du coup, en tant que patient, je peux confirmer que, alors, me concernant, qu'il n'y a eu aucun impact mécanique sur l'érection, sur l'éjaculation, etc. Moi, par contre, il y a eu un impact sur ma libido, mais c'était psychologique, parce que je voulais vraiment plus avoir d'enfant, être libéré de ça. J'avais déjà une petite montée de libido après l'opération, enfin, une fois que j'étais remis de l'opération. Et par contre, au résultat, enfin depuis les résultats, je pète le feu de partout sur ce sujet-là. Et je pense que ça peut jouer. J'ai eu quelques témoignages de personnes qui m'ont demandé, j'ai eu une personne qui m'a demandé si le type d'anesthésie, ça pouvait jouer sur la libido. Alors je crois, je ne sais pas, parce que apparemment son compagnon qui avait fait son anesthésie générale depuis avait moins de libido. Alors après, avant de vous laisser répondre, je tiens juste à rappeler, j'ai reçu assez de sexologues dans ce podcast quand même pour en parler, que la libido, c'est quelque chose qui est très multifactoriel. Il n'y a pas juste une hormone, il n'y a pas juste un sujet de désir, il y a tout un tas d'éléments qui jouent sur la libido. Mais vous, à votre connaissance, est-ce que le type d'anesthésie, ça peut jouer? Non. Ok. Non, je pense pas. Après, effectivement, hein, s'il y a eu une complication de la vasectomie et si la vasectomie a été vécue comme un traumatisme et s'il y a eu des douleurs après la vasectomie, effectivement, on peut se dire que s'il y a des douleurs persistantes ou qui ont duré longtemps avec des douleurs résiduelles qui mettent plusieurs semaines, plusieurs mois à partir éventuellement, à partir complètement en tout cas, et ça peut faire baisser la libido. Oui, complètement. Oui, mais c'est ça, on peut avoir peur d'avoir mal, etc. Oui, tout à fait, oui. Je dirais plutôt si jamais il y a eu des complications de la vasectomie. Dans les textes et dans ce qu'on est censé dire et dans les études, on retrouve 1 à 2% de patients qui peuvent avoir des douleurs qui peuvent se chroniciser, hein, qui peuvent devenir des douleurs chroniques secondairement à la vasectomie. Alors Okay. Moi, dans mon expérience, je n'ai pas retrouvé ça particulièrement, mais ça peut exister. Et auquel cas, j'imagine bien que s'il y a des douleurs chroniques situées au niveau des testicules, ça peut forcément avoir un impact négatif sur la libido. Oui, et puis même sur un rapport pénétratif, on peut imaginer que le mouvement, s'il y a des petites douleurs, le mouvement ou parfois les impacts peuvent créer quelque chose de désagréable. Ok. Comme la vasectomie, c'est finalement le résultat du fait que la contraception soit maintenant, ou en tout cas chez les patients qui sont demandeurs de cette vasectomie, une problématique du couple et non de la femme seule. Le but de la vasectomie, c'est que la femme puisse arrêter sa contraception dans la grande majorité des cas. Et donc, on peut éventuellement supposer qu'on peut améliorer la libido du couple, la sexualité du couple, pas forcément grâce à la vasectomie, mais surtout puisque la vasectomie permet de se passer de la contraception œstroprogestative, des implants ou du stérilet. Oui, ça permet d'enlever ce qu'on appelle la charge contraceptive, hein. Chez la femme, c'est libératoire. Il y a un aspect psychologique aussi qui joue. C'est plus aussi, moi, mon point de vue, c'était plutôt que la contraception œstroprogestative, la pilule ou le stérilet, peuvent engendrer des douleurs ou peuvent modifier la libido, peuvent faire baisser la libido chez la femme, créer ou favoriser des troubles de l'humeur qui va avoir un impact négatif sur la libido du couple. Ouais, tout à fait. Et donc, on peut supposer, et on a certains patients qui nous font ce retour-là, qu'on améliore la sexualité du couple grâce à la vasectomie de façon indirecte. Il y a aussi une croyance que je voudrais lever avec vous, parce que moi, en échangeant avec des pères l'été dernier, voilà, on prenait l'apéro, on parlait de vasectomie, hein, comme tout le monde. Et en fait, je me suis aperçu que beaucoup de gens confondaient vasectomie et castration chimique. Est-ce que vous pouvez juste rapidement nous expliquer bien la différence pour que tout le monde soit très au clair là-dessus? Comme on l'a dit au cours de l'entretien, c'est-à-dire que la vasectomie, la seule et unique chose que l'on fait, c'est qu'on empêche l'acheminement des spermatozoïdes. Finalement, le testicule, il a deux fonctions. Il a un rôle endocrine,
il assure le métabolisme, la fabrication de testostérone. Ça, on n'y touche pas. Et c'est ça, entre autres, qui est responsable de la libido. Et finalement, la castration chimique, c'est la suppression de la testostérone. Quand on fait la vasectomie, on touche qu'à la fonction exocrine. Donc, on touche qu'à l'acheminement des spermatozoïdes. Donc, on ne touche en rien à la fonction hormonale du testicule. Donc, effectivement, on peut estimer que, il n'y a pas d'incidence sur la libido et pas d'incidence sur le fonctionnement hormonal du fait de la vasectomie. Alors que la castration chimique, c'est vraiment... La castration chimique, c'est le traitement du cancer de prostate, par exemple, la castration chimique. Ah ouais. Le cancer de prostate, il se nourrit de testostérone. Et la castration chimique, c'est une piqûre qu'on fait aux patients atteints de cancer de prostate pour supprimer l'hormone, pour empêcher la fabrication de testostérone. Ok, d'accord. C'est ça, la castration chimique. Et c'est effectivement le même traitement qui est imposé aux délinquants sexuels, aux pédophiles. Ok, d'accord, très bien. Merci pour la précision. J'ai une question aussi. Est-ce que ça change est-ce qu'il y a un changement hormonal? J'ai même une personne qui m'a demandé si ça changeait le cerveau des hommes. Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Ok. En tout cas, il n'y a rien de documenté là-dessus. Non. Okay. Rien de documenté à ce que je sache. Est-ce qu'il existe un risque à court ou long terme? Donc, vous avez parlé des risques de complications avec notamment l'hématome, c'est ça? Est-ce qu'il y a d'autres complications dont on n'a pas parlé qui sont possibles? Et après, est-ce qu'on peut faire un point sur un lien parfois évoqué? Ça, par contre, on m'a beaucoup remonté. Et j'ai vu en effet des publications là-dessus qui étaient un peu étonnantes pour moi, mais sur le fait qu'il y aura un lien avec un risque de cancer de la prostate. Alors, est-ce que c'est une info, une intox? Ça, je vous laisse y répondre après. Je reviens sur le début. Est-ce qu'il y a d'autres complications que l'hématome? Non, il n'y a pas d'autres complications à craindre suite à la vasectomie. Et cette histoire de cancer de la prostate, alors, qu'est-ce que c'est? Un faux intox en cours de traitement? Je dirais plutôt intox. Il y a eu auparavant des craintes sur un lien entre le cancer et la vasectomie. Aujourd'hui, on a suffisamment de recul, alors peut-être plus aux États-Unis et au Royaume-Uni qu'en France, mais suffisamment de recul avec suffisamment de patients pour effectivement dire que c'est une intox. La crainte, elle aurait plutôt été au niveau du cancer du testicule finalement, parce que la prostate, on touche pas du tout à son fonctionnement. Mais on peut entendre cette interrogation. Mais effectivement, ce qu'on sait sur le cancer de prostate, en tout cas une étude qu'on a d'importante sur le risque de cancer de prostate, elle concerne le lien entre le nombre d'éjaculations et le cancer de prostate. Ok, c'est quoi ce lien? Et effectivement, on estime, en tout cas c'est cette étude qui le dit et qui est assez sérieuse. Il me semble que les sujets, donc c'était des volontaires sains, c'était des médecins australiens, il me semble, suivis pendant de nombreuses années, et on leur demandait à quelle fréquence ils avaient des éjaculations, qu'il s'agisse d'une masturbation ou d'un rapport sexuel avec un partenaire, et ensuite on évaluait sur cette population-là le pourcentage de survenue de cancer de prostate. Et effectivement, on retrouvait sur cette étude-là, encore une fois, que plus il y avait d'éjaculation, moins il y avait de risque de cancer de prostate. Ok, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir, et je pense que ce que vous me dites là sur le risque ou sur le lien entre la vasectomie et le risque de cancer de prostate, il vient peut-être de cette étude, mais du coup, c'est un amalgame d'informations parce que l'éjaculation ne tient pas compte de s'il y a eu une vasectomie ou pas. Oui, bien sûr, oui, c'est ça. Voilà. Ok. Oui, c'est bon à savoir, même pour quand on est une vasectomiopathe, savoir que les éjaculations, alors, il y a une fréquence qui a été établie Plus de 21 fois par mois. Ah, quand même. Serait protecteur du cancer de prostate. Ok, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. D'accord, au boulot. Et vous avez évoqué le fait que ce soit définitif. Est-ce qu'on peut considérer que la vasectomie, c'est une méthode 100% fiable? Est-ce qu'il y a un risque de grossesse? On pense au cas de Robert De Niro, peut-être. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Alors, pour les personnes qui ne savent pas, Robert De Niro est redevenu papa à 84 ans, après avoir fait une vasectomie il y a 30 ans. Donc, sûrement, les techniques étaient différentes. Déjà, est-ce qu'il y a un risque là-dessus? Et puis après, on parlera du spermogramme. Alors, on estime que l'efficacité et la sécurité de la vasectomie, c'est plus de 99,8%. Alors, c'est 0,2% de quoi il s'agit. Est-ce que c'est effectivement une mauvaise technique initiale? Est-ce que c'est par la magie de la nature, le fait que les deux moignons de canaux déférents se soient ressoudés comme par magie? Ou est-ce qu'on est sûr que c'est Robert De Niro le père? Parce que ça nous est démontré comme ça dans les médias. Mais donc quand il y a un échec ou quand il y a un patient qui a eu une vasectomie et qui dit je comprends pas, ma femme est enceinte, alors on peut dire que en premier lieu c'est un problème dû à la vasectomie ou une inefficacité de la vasectomie. Ouais.
on peut aussi mettre en doute la paternité de la personne. Ok, c'est vrai, c'est vrai. Et encore une fois, bon, on n'a pas les. Si un patient, je sais pas moi, si un patient parce qu'il va porter plainte ou s'il se plaint de ça ou il dit que pour lui la vasectomie n'est pas efficace parce qu'il a eu un enfant, combien de ces patients-là, puisqu'il y en a, hein, c'est sûr, chez combien de ces patients on a eu une vérification de la paternité? C'est un sujet. Dans le doute, autant dire que la vasectomie n'est pas 100% efficace, mais seulement 99,8% efficace. Après, effectivement, donc on se pose la question sur l'efficacité initiale de la vasectomie, et donc ça, c'est les critères que j'ai mentionnés auparavant. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est que les segments de canaux déférents, on les envoyait en analyse pour vérifier qu'on avait bien retiré un segment du canal déférent gauche et un segment du canal déférent droit. Qu'est-ce qu'on peut retirer en se trompant, du coup? Une artère, une veine, du tissu graisseux, une fibre musculaire, ça arrive. Ça arrive, ok. Ça arrive. Pour ça qu'on fait c'est entre autres pour ça là qu'on fait la vérification, mais okay. En tout cas, une fois qu'on a fait cette vérification-là, on a peu de doutes sur les résultats du spermogramme. Et donc, effectivement, mais on n'a pas parlé de ce spermogramme pour le moment. On y arrive, allez-y. On y arrive, hein, mais on parlait de l'efficacité de la vasectomie. Si on a bien fait l'intervention et si, à 3 mois de l'intervention, on réalise une analyse de sperme qui ne retrouve aucun spermatozoïde viable dans le sperme, on peut estimer qu'on a bien fait la vasectomie. Ce qui est mon cas. Ce qui est votre cas. Sinon, on ne ferait pas le même épisode. Et donc après, la question se pose sur les patients chez qui la vasectomie n'a pas été efficace. Est-ce que c'est des patients chez qui on a bien eu ce spermogramme à 3 mois qui montrait l'efficacité de la vasectomie? Donc est-ce que c'était une malfaçon entre guillemets de la vasectomie initiale ou pas? Et donc il y a tout un tas de contrôles quand même qui ont pour but de ça. C'est ce qui est recommandé, et ce qu'on retrouve dans les données de santé, c'est que le spermogramme, il est fait chez 2/3 des patients à peu près, après la vasectomie. Ah ouais, il est pas plus. Sur la dernière étude épidémiologique sur la vasectomie en France, sur le rapport de la vasectomie publié l'année dernière, où ils ont évalué, analysé les données de santé. Donc les patients qui ont eu une vasectomie, c'est noté dans le fichier de la sécurité sociale. Et s'ils ont fait un spermogramme après, c'est noté également. Aussi, ouais. Et ce qui est retrouvé, c'est 2/3 seulement. 2/3 seulement des patients après vasectomie. Moi, j'attendais que ça. Ils font une analyse de sperme. Ok, ah oui, donc il y a quand même 1/3 du coup qui se balade sans vraiment savoir, sans être savoir sûr. La certitude, quoi. Exactement. Ok, chaud ça. Alors, Eux, ils ont confiance en leur chirurgien peut-être. J'adore. Je tiens à préciser d'ailleurs par rapport au spermogramme qu'il y a quand même aussi tout un tas de choses préparatoires. Moi que j'ai vu du coup dans les petites consignes en fait quand on prend le rendez-vous, en tout cas au labo où moi j'étais. Alors pour les gens qui nous écoutent, hein, moi j'étais dans un labo où il y avait une salle de recueil. Il y a des gens qui m'ont raconté qu'ils avaient pu le faire à domicile. Il y a des gens qui m'ont raconté que leur compagne pouvait être présente dans la salle de recueil, ce qui peut aider quand même. Et j'ai une personne qui m'a raconté qu'elle avait dû le faire dans les toilettes d'un CHU. Bon, voilà, donc faut voir sur quoi on tombe. Mais dans les préconisations, il y a aussi, je pense que c'est important de le signaler, parce qu'il y a un nombre d'éjaculations qu'il faut faire avant. Donc le but de ce spermogramme après la vasectomie, c'est de vérifier qu'on a été efficace avec la vasectomie. Et pourquoi on le fait? Donc, soit on recommande de le faire 3 mois après la vasectomie. Pourquoi 3 mois? Parce que 3 mois, c'est la durée de vie du spermatozoïde. Donc, on peut retrouver des spermatozoïdes dans le spermogramme. Mais si on fait le spermogramme au bout de 3 mois, si les spermatozoïdes, on les regarde, le biologiste les regarde au microscope, et il peut dire si les spermatozoïdes ils sont viables ou pas, s'ils sont mobiles ou immobiles. S'ils sont immobiles, on peut supposer, si en tout cas 100% des spermatozoïdes retrouvés sur ce spermogramme sont immobiles, on peut supposer qu'il s'agit de spermatozoïdes fabriqués avant la vasectomie. Et donc, pas de crainte là-dessus, donc on peut certifier, s'il n'y a pas de spermatozoïdes mobiles à ce moment-là, on peut certifier qu'on a été efficace avec la vasectomie. Si on le fait seulement au bout de 1 mois, et qu'on retrouve à la fois des spermatozoïdes immobiles et à la fois des spermatozoïdes mobiles, on peut avoir un doute, mais on ne peut pas vérifier et pas être certain qu'il s'agisse de spermatozoïdes anté-vasectomie ou post-vasectomie. Et effectivement, si on veut avoir cette confirmation le plus tôt possible, et c'est les biologistes, hein, effectivement, c'est ce qui marque sur leurs résultats de spermogramme. C'est 30 éjaculations. Voilà. Ils disent, on estime que peut-être on pourrait vider le stock de spermatozoïdes viables, donc les spermatozoïdes stockés et fabriqués avant la vasectomie. On pourrait éliminer ce stock en 30 éjaculations. Et donc, ça voudrait dire que, par exemple, si on fait la vasectomie et qu'ensuite on a une éjaculation par jour pendant 1 mois, on pourrait faire le spermogramme à ce moment-là. Et donc, on pourrait avoir cette confirmation plus tôt et avoir 2 mois de plus
sans autre moyen de contraception. Le risque de faire ça, c'est que finalement ce spermogramme pour tel patient, finalement il fallait pas 30 mais il fallait 40. Finalement c'était pas 30 vrais mais voilà, mais donc si à ce spermogramme là on a toujours des spermatozoïdes mobiles, finalement on va dire bon bah refaites 30 éjaculations et revenez nous voir. Et voilà, le problème de ça, c'est qu'on multiplie les examens et qu'au final, est-ce que ça change quelque chose, 1 mois ou 2 de plus Oui, non, mais bien sûr. sans autre moyen de contraception. Donc, ça change rien. pour le coup, moi, dans ma pratique, je reste avec la recommandation de faire ce spermogramme au bout de 3 mois. Et comme ça, je n'ai pas demandé au patient le nombre d'éjaculations qu'il a dû avoir avant la réalisation du spermogramme. Oui, et puis en plus, je rappelle ce que vous disiez, si on est censé faire 21 éjaculations par mois, finalement, en 3 mois, on a largement de quoi vidanger, du coup. Je me suis rappelé de la question que m'avait posée ma compagne sur le sujet, on va peut-être finir là-dessus. C'était, donc vous avez coupé les canaux, mais ensuite, les spermatozoïdes, est-ce qu'ils continuent d'être produits par les testicules et du coup, ils vont où ? Ils continuent d'être produits, ils sont peut-être moins produits et en fait, ils tourneront entre guillemets, c'est-à-dire que les spermatozoïdes, ils sont produits dans le testicule et on l'a évoqué à plusieurs reprises, mais la structure qui est autour du testicule, c'est l'épididyme. Et donc l'épididyme, en fait, c'est tout un tas de canaux qui sont les canaux ou les tubes séminifères qui sont finalement les voies de circulation et le début des voies d'acheminement des spermatozoïdes. Et cet épididyme, il y a plein de circonvolutions et de tours de longueurs de canaux de tubes séminifères qui mènent tous vers le canal déférent. Et finalement, bah, s'il y a un moignon au bout et il y a un cul-de-sac au bout de ce canal déférent, bah, les spermatozoïdes ils bouchonnent. On peut supposer qu'ils bouchonnent et qui restent dans les tubes séminifères sans pouvoir trop bouger. Et ensuite, ils sont réabsorbés. Ils reviennent au niveau du site de production, au niveau du testicule. Ils sont réabsorbés par les mêmes cellules qui fabriquent les spermatozoïdes et ils sont recyclés. Donc, il n'y a pas de risque de surproduction comme ça. Il n'y a pas de risque de testicules qui gonflent et qui explosent après la vasectomie. Merci beaucoup, Dr Michels. Avec plaisir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.